Bulletin de vérité pour les candidats au brevet d'études du premier cycle, le BEPC, session de 2019, a commencé à livrer son verdict. Une de nos équipes de reportage a assisté à la proclamation des résultats ce matin au lycée Nelson Mandela de Ouagadougou. La crise qui oppose l'administration et les étudiants de l'Université polytechnique de Dori s'accentue. Des étudiants auraient été violentés par la compagnie républicaine de sécurité, déplore l'UGEB face à la presse ce matin. Le procès du putsch manqué de septembre 2015 et les réquisitions du parquet annoncées à compter du lundi 17 juin. Les avocats des parties civiles ont achevé leur plaidoirie ce vendredi. Ils demandent au tribunal d'appliquer la loi dans toute sa rigueur. Voilà pour le sommet, mesdames, messieurs. Bonsoir et merci de votre fidélité à ce rendez-vous. Ouagadougou n'avait jamais connu une telle affluence de réfugiés fuyant l'insécurité dans leur zone. Une arrivée massive de déplacés dans la ville depuis quelques jours. Plus d'1 millier d'hommes, de femmes et d'enfants venus des localités de la province du Soum en proie à des agressions terroristes et à des violences intercommunautaires ont trouvé refuge dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Le souhait du gouvernement serait de les conduire dans des camps de déplacés, une décision qui passerait mal à l'Union pour le progrès et le changement. Écoutez à cet effet Jean-Léonard Bouda, il est le secrétaire national en charge de l'organisation et de l'administration de l'UPC. Nous avons entendu, ce sont des gens qui recevaient quotidiennement des visites et des menaces, qui interdisaient certaines pratiques, qui empêchaient, par exemple, aux enfants de jouer au football. Et nous pensons que c'est totalement avec raison qu'ils ont décidé donc de fuir les questions d'insécurité pour se retrouver à Ouagadougou. Et nous avons encore été outrés d'apprendre que le gouvernement a décidé de les refouler de Ouagadougou et de les cantonner donc dans certains sites comme Barsalgo. Nous nous posons la question, est-ce que Barsalgo serait devenu un camp de concentration pour y cantonner les personnes qui fuient l'insécurité, qui fuient les régions menacées, qui fuient les régions contrôlées par les djihadistes pour venir là où il y a de la sécurité. Et nous avons honte que ce régime ne soit pas capable de sécuriser le pays et pire encore, que ce régime veuille interdire à Ouagadougou l'accès de ces personnes. Nous pensons qu'à Ouagadougou, il y a beaucoup plus de sécurité, c'est pour cela qu'ils sont venus. Parce que nous voyons bien sûr des gens trouver leur place au niveau des maquis, boire de la bière et voir des cargos de CRS et de militaires patrouiller. Ils sont en sécurité et nous pensons que ces populations ont aussi droit à la sécurité et c'est tout à fait normal donc qu'ils se déplacent à Ouagadougou pour trouver refuge. Cela nous ramène à nous demander, à revenir sur les propos du premier responsable du MPP qui disait à certains ONG que s'ils n'étaient pas en sécurité, ils pouvaient rentrer chez eux. Alors nous nous posons la question, quand des propres Burkinabés ne sont plus en sécurité, où est-ce qu'ils doivent aller? Et cela est absolument grave donc que l'on puisse donc refuser à ces gens-là l'accès à ces gens qui ont voté pour une grande part le MPP. Pensons que quand nous avons un parent, un frère, un voisin qui est dans des difficultés, la première des choses, c'est de l'accueillir, c'est lui donner de l'eau, c'est lui donner à manger, c'est écouter ses problèmes et chercher à résoudre ses problèmes plutôt qu'à le refouler de chez lui. Nous avons effectivement aussi souvenance de certains propos qui disaient que Ouaga n'était pas forcé. Mais nous voyons bien sûr que maintenant Ouaga est forcé. Si c'est à Ouaga qu'il y a la sécurité, il est tout à fait normal que les gens qui sont menacés, que des gens à qui on est venu dire prochainement c'est votre tour parce que vous protégez vos maris, parce que vous indiquez à vos maris où dormir dans la brousse que nous ne les trouvons pas, prochainement on revient pour vous. Nous pensons que c'est tout à fait normal que ces gens-là puissent fuir vers les régions où il y a plus de sécurité. Cette brève avant de poursuivre, la justice vient de suspendre la tenue du congrès extraordinaire du CDP prévu pour ce 16 juin, donnant ainsi raison à Mahamadi Kwanda, membre du bureau du Congrès pour la démocratie et le progrès. Il a attaqué et obtenu de la justice l'annulation du congrès jusqu'à ce que les membres du bureau soient conformes au nombre de 600 au lieu de 1000 comme il se présente actuellement.
CDP ou UNIPS, tous aspirent à briguer la magistrature suprême en 2020. Les stratégies sont en train d'être peaufinées dans les différentes formations politiques. À l'Union pour la Renaissance, parti sankariste, on poursuit la mise en place des structures déconcentrées. Hier, la coordination communale de Koubri, près de Ouagadougou, a été installée. Didier Daourou, Roméo Kweta. C'est désormais elle qui a la charge de mobiliser les voix dans la commune de Koubri pour le compte de l'UNIPS, l'Union pour la Renaissance, parti sankariste, aux élections de 2020. Abibou Ouedraogo est la coordonnatrice communale de l'UNIPS, nouvellement installée dans ses fonctions par le président de la Fédération provinciale du Kadiogo. L'installation de ce bureau répond à un besoin de renforcer les bases du parti afin d'aller à la conquête du pouvoir en 2020. Vous avez vu que c'est la jeunesse et la femme. Et vu l'engouement et l'engagement de ces jeunes, et nous sommes convaincus que notre objectif, qui est la mobilisation et l'engagement de tous, la jeunesse, pour l'élargissement et le renforcement afin d'atteindre notre objectif, notre lutte quotidienne, qui est l'éradication et l'émancipation du peuple. Convaincue des valeurs du parti sankariste, la nouvelle coordonnatrice se dit déterminée pour la conquête de l'électorat à Koubri. Avec une équipe forte de 26 membres, elle compte donc sur le soutien des responsables du parti et surtout des femmes de la commune. C'est de travailler pour mener à bien les élections qui viendront en 2020 parce que je ne travaille pas seule. Je travaille avec toute une équipe qui sont derrière moi. Donc, j'espère que si nous travaillons main, dans la solidarité, nous parviendrons à des meilleurs résultats d'ici les élections de 2020. En plus de l'installation du bureau de la coordination à Koubri, ce fut une occasion pour le président fédéral du Kadiogo de remettre un béret du parti à la responsable des jeunes filles de Koubri pour son engagement militant. L'UNIPS est donc déterminée pour conquérir le pouvoir en 2020. L'insatisfaction des Burkinabés de la gouvernance du chef de l'État a encore été traduite dans un sondage d'opinion réalisé par le Centre pour la gouvernance démocratique. Les sondés ont sanctionné Rochma Christian Kaboré par une note de 4,7 sur 10 après 4 années de mise en œuvre de son programme de société. Les résultats effectués auprès de 3024 citoyens à travers le territoire national ont été rendus publics cet après-midi même. Plus de précisions avec Issouf Nana, un des membres du CGD. C'est le contexte général du pays en fait, qui explique cette note, avec, comme je viens de le dire, l'insécurité. Évidemment, depuis 2017 que nous suivons les politiques publiques, nous faisons ces sondages, c'est la première fois justement que nous avons une note moyenne en milieu rural inférieure à la note moyenne en milieu urbain. Mais comme je viens de le dire, tout ce contexte sécuritaire qui est beaucoup plus ressenti en milieu rural pourrait expliquer cette note-là. Mais il faut aussi noter que tous les mouvements des grèves que nous notons aujourd'hui touchent également le milieu rural. Que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'éducation. Avec le développement de la technologie, le milieu rural, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est aussi bien informé de la gestion du gouvernement ou de ce qui se passe sur le terrain. Alors, il y a des points de satisfaction et il faut le dire. Tout n'est pas aussi sombre comme on le pense. C'est bien vrai, avec le contexte sécuritaire, ça impacte un peu l'opinion des citoyens, mais il faut noter que les citoyens notent, par exemple, les réalisations d'infrastructures, que ce soit au milieu scolaire, par exemple dans le domaine de l'éducation. Et les infrastructures sont réalisées dans le cadre de la construction des écoles. Il y a par exemple des actions assez ponctuelles telles que le recensement des écoles non conformes et leur fermeture, c'est une action qui a été notée comme élément de satisfaction. Quand on prend la gratuité des soins, on en a beaucoup parlé. Il y a des difficultés dans sa mise en œuvre. Les citoyens même le notent, mais ils apprécient en fait cette action-là. Il y a les questions un peu, des initiatives dans le domaine de la lutte contre la menace terroriste. L'opération Otampono a été beaucoup citée. Il y a par exemple également la promotion des produits locaux avec le port du Faso d'Anfani par le chef de l'État qui a été aussi cité comme un exemple.
Les candidats au BEPC 2019 ont commencé à être situés sur leur sort après l'effort, le réconfort pour ceux qui auront travaillé d'arrache-pied pour s'offrir le brevet d'études du premier cycle. Les résultats du premier tour sont disponibles depuis ce matin. Nous vous proposons l'ambiance des proclamations au lycée Nelson Mandela Ouagadougou. Kevin Elodizaba, Abdourazak Traoré. L'attention est palpable ici au lycée Nelson Mandela. Après une semaine de composition, ces candidats au BEPC 2019 attendent depuis ce matin la proclamation de leurs résultats. Si certains semblent confiants, pour d'autres, le temps semble ne pas s'écouler. Entre peur et stress, l'attente devient insoutenable. Stressé, tout le temps je suis stressé, même sans l'examen, je suis tout le temps stressé. Nous sommes au jury numéro 6, l'heure de la moisson a sonné et l'émotion est au rendez-vous. Cris de joie pour certains et de détresse pour d'autres. Non, je n'étais pas stressée. Depuis la fin de l'épreuve de physique-chimie, j'étais sûre que seulement le BPC, ça ira. Dieu merci, on a été admise au premier tour du BPC. C'est ma 8e fois de passer comme ça. Premier, j'ai pas eu. Deuxième, j'ai pas eu. Jusqu'au 7e fois. 8e fois, Dieu m'a aidé. On remercie Dieu en tout cas. Je suis contente ça. Entre réussite et échec, certains sont à la frontière. Les candidats admis au second tour ont encore une chance de décrocher leur diplôme cette année. Je ne peux pas dire que l'examen a été facile, je ne peux pas dire que l'examen a été difficile. Parce que, selon moi, je comptais rentrer au premier tour. Mais comme je suis rentrée au second tour, je ne me décourage pas. Je me décourage pas. Je sais au fond de moi que cette année-là, ça va aller. Je vais me maximiser sur maths. Parce qu'en français, là, sans mentir, là, ça va. C'est en maths, peut-être que c'est en maths que ça n'a pas marché. Le lycée Nelson Mandela habite au total 4 jurys. La composition des épreuves du second tour du BEPC 2019 est prévue pour le lundi prochain. 25 étudiants interpellés puis bastonnés, 5 blessés. Voilà le bilan que dresse l'Union générale des étudiants burkinabés suite à une intervention de la police. Un bras de fer oppose les étudiants du Centre universitaire polytechnique de Dori et leur administration. Les événements se seraient déroulés le 6 juin dernier. Explication Kevin Elodizaba, Alfred Thioye. Ça sent le roussi à l'université polytechnique de Dori. Une histoire de calendrier des évaluations du deuxième semestre oppose l'administration aux étudiants. Une entente tacite entre les deux parties prévoyant une évaluation par semaine. Un accord qui sera violé par l'administration fixant désormais les évaluations à 2 ou plusieurs par semaine. C'est le début d'un dialogue de sourds entre les parties prenantes qui s'est soldé par une répression sur les étudiants. L'UGEB, l'Union générale des étudiants burkinabés, dénonce. Le jeudi 6 juin, le chargé de mission est venu au sein de l'université, du centre universitaire, accompagné d'une vingtaine d'éléments de la compagnie républicaine de sécurité, où on a constaté qu'effectivement, c'est lui-même qui faisait l'appel. Voilà, il fait l'appel et il demande aux étudiants de rentrer dans la salle. Et le constat fait, c'est que c'est seulement 14 étudiants qui sont rentrés dans la salle de composition et plus de 200 étudiants sont restés hors de la salle. Et c'est par la suite que le chargé de mission a demandé aux forces répressives qui étaient sur le terrain là de mater, ce sont les termes qu'il a utilisés, de mater donc nos camarades. Donc, ce qui a occasionné, bien sûr, au moins 25 étudiants qui ont été interpellés, bastonnés et envoyés au niveau du camp CRS, où ils seront interrogés, intimidés, et puis on va leur demander effectivement voilà, donc ils seront intimidés. Et il y aura des blessés. On a constaté au moins 5 blessés, des blessés qui sont parfois assez graves. Et ce n'est pas tout. Les actions de répression et d'intimidation sur les étudiants se poursuivent. Quelques jours après, on se rendra compte que le chargé de mission va conduire une fois de plus les forces répressives dans des domiciles de certains étudiants pour les faire arrêter et effectivement les interroger. Donc aujourd'hui et hier également, et le dernier développement, c'est que hier, on avait un camarade qui devait venir
pour participer à cette conférence de presse-là. Mais on s'est rendu compte qu'au poste de péage, on l'a fait descendre manu militari et par les forces de police qui étaient au niveau du péage et il n'a pas pu effectuer le déplacement. Donc nous, on pense que c'est une situation assez difficile, mais que nous, à notre niveau, en tout cas, on se tient prêt, en tout cas, nous battre effectivement pour qu'on puisse reconnaître le droit de nos camarades à pouvoir s'organiser et à défendre leurs intérêts. À travers cette conférence de presse tenue ce 14 juin, l'UJEP dénonce et condamne l'intervention de la CRS sur le campus de Dori. Elle exige également la reprise sans condition des évaluations tenant compte des préoccupations des étudiants. Enfin, elle tient pour responsable Dr Ibrahim Li, le chargé de mission de l'université, de ce qui adviendrait. À l'université Joseph Kizerbo, les cours ne sont pas suspendus. Les activités universitaires vont bon train. Un colloque international est même organisé sur les droits fondamentaux en corrélation avec le droit privé. L'initiative du laboratoire de recherche en droit privé vise à mener des réflexions sur la contribution des droits fondamentaux à l'amélioration des relations de droit privé. Didier Daourou, Arsène Konditamde. Dans un contexte sécuritaire particulier où le droit à la vie et à l'intégrité physique des personnes sont mis à rude épreuve, les droits fondamentaux foulés aux pieds, il est parfois impératif de réfléchir sur la question de la protection de l'individu, aussi bien dans ses relations entre privés que dans ses rapports avec l'appareil d'État. C'est tout le sens de ce colloque qui a pour objectif de mener une réflexion sur l'influence réciproque entre les droits fondamentaux et le droit privé. Ce colloque a pour objectif essentiel d'interroger le droit privé. Le droit privé, c'est le droit qui régit les rapports entre les particuliers. Donc d'interroger ce droit privé pour voir dans quelle mesure ce droit privé prend en compte les droits fondamentaux qui sont inscrits dans notre Constitution, mais qui sont également consacrés dans les instruments internationaux des droits de l'homme. Donc c'est essentiellement l'objectif du colloque que nous poursuivons et nous espérons que cet objectif sera atteint. Venus de plusieurs pays, ces spécialistes du droit vont partager avec les participants des communications autour de la contribution des droits fondamentaux dans la réduction des inégalités sociales et le renforcement de l'état de droit avec plus de justice, d'équité et de liberté. Les conclusions des travaux seront mises à la disposition des juristes. Un rapporteur général qui est chargé de suivre toutes ces communications et les échanges qu'il y aura avec l'ensemble des participants pour dégager un peu les tendances, pour dégager les comportements souhaitables, pour dégager les activités qu'il faudrait mener à la suite de ce colloque-là. Et l'ensemble des travaux, nous tous, on va participer, on va les regarder, les toiletter, pour aboutir à une publication qui sera mise à la disposition du public, mais surtout des juristes, notamment les juristes en formation, les étudiants, et puis les autres juristes, magistrats, avocats, etc. Des aménagements sont donc nécessaires pour une plus grande effectivité des droits fondamentaux à l'amélioration des relations de droit privé. Initié par le laboratoire de recherche en droit privé de l'Université Ouagadougou, ce colloque international a connu la participation de pays comme le Canada et le Niger. Au tribunal militaire, ce 14 juin, il était également question de droit, que le droit soit dit, laisser la réconciliation politique, ont plaidé les avocats des partis civils dont les plaidoiries ont pris fin ce vendredi dans le cadre du procès du putsch manqué de septembre 2015. Le point de l'audience du jour avec Romo Okweta. Après 30 mois d'instruction du dossier du putsch et près de 16 mois de débats contradictoires au tribunal militaire, les avocats de la partie civile ont estimé que le président du tribunal a tous les éléments nécessaires pour prononcer des condamnations. Maître Pierre Yanogo a classé les accusés en 3 catégories. La première catégorie est ceux dont la partie civile dit n'avoir aucune charge. La seconde est ce groupe d'officiers qui a certes commis des actes répréhensibles, mais dont l'attitude à la barre pourrait le permettre d'avoir une situation atténuante. Et enfin, il y a cette troisième catégorie d'accusés qui n'a aucun remords pour avoir tout nié en bloc à la barre, bien qu'il y ait de lourdes charges retenues contre eux. Pour Maître Pierre Yanogo, ce dernier groupe ne s'est pas repenti et serait prêt à récidiver au cas où la situation se présentait de nouveau. C'est aussi eux que Maître Guy Hervé Cam compare aux accusés du procès de Nuremberg. Ce procès des hauts dignitaires du régime
nazis à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ces derniers, jusqu'aux derniers instants de leur condamnation, n'avaient éprouvé le moindre remords concernant les crimes de guerre commis par le régime nazi de Hitler. Dans les plaidoiries des avocats de la partie civile, il a aussi été question de réconciliation nationale et de justice transitionnelle. Des questions qui avaient été évoquées par l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo lors de son témoignage et soutenues par certains avocats de la défense. Maître Guy Hervé Cam estime que le tribunal n'est pas une conférence nationale souveraine où il faut parler des questions de réconciliation. Il estime que ceux qui ont commis des infractions doivent être jugés et condamnés à la hauteur de leur forfait. Il invite le président du tribunal à dire le droit et laisser les questions de réconciliation aux hommes politiques. Ce sont ces mots qui ont mis fin aux plaidoiries des avocats de la partie civile. Le lundi 17 juin prochain débuteront les réquisitions du parquet militaire. Ces chiffres satisfaisants de l'ONG Droit-Dev, le programme de développement des terres arides, se réjouit d'avoir réussi le passage de l'agriculture de subsistance à un développement rural durable. Les rendements sont estimés à 88% dans 5 provinces du pays. Sandrine Zougouli. Après 3 ans d'engagement pour offrir un cadre de vie favorable et sain aux ménages des zones arides, l'ONG Droit-Dev, programme de développement des terres arides, peut se réjouir car elle a totalement réussi sa mission qui est le passage de l'agriculture de subsistance à un développement rural durable. Au Burkina Faso, 40 000 sur 45 000 personnes ont été touchées par ce projet, soit 88% de rendement. Des résultats obtenus grâce à sa stratégie d'intervention basée sur le renforcement de la sécurité alimentaire et l'amélioration de l'accès au marché. Nous avons par exemple une combinaison des paquets technologiques, l'introduction d'innovations pour la récupération rapide des terres dégradées, la gestion de l'eau à la parcelle, l'aménagement donc de sites maraîchers qui permet de renforcer le pouvoir économique des femmes autour de ces activités économiques. Mais Droit-Dev aussi a travaillé sur les aspects d'accès au marché en mettant en place des mécanismes tels que le warrantage, tels que des financements innovatifs qui permettent aux agriculteurs d'avoir accès aux intrants de qualité, que ce soit les semences, que ce soit les engrais. Droit-Dev a travaillé beaucoup aussi avec les municipalités, les autorités locales en renforçant leurs capacités. Le ministère en charge de l'agriculture qui accorde un intérêt à la politique de Droit-Dev, qui est d'accompagner les petits producteurs dans la pratique agricole innovante, apprécie fortement les résultats obtenus dans sa composante 3, la production des denrées agricoles. La production maraîchère avec une irrigation, soit de type micro-irrigation, ou à partir du forage solaire, sur 2 ou 3 hectares, a montré que les producteurs pouvaient produire tout au long de l'année et qui pouvaient aussi faire face aux problèmes de sécheresse. Donc ça, c'est vraiment... Et les rendements qui ont été obtenus, qui sont passés de 9 tonnes pour l'oignon à près de 12, 15 à 22 tonnes, c'est vraiment impressionnant. Le deuxième exemple, c'est tout le volet restauration des terres. À quelques semaines de la fin du projet, cette rencontre de partage des leçons apprises va mieux préparer les bénéficiaires à une meilleure continuité du projet. Des résultats très significatifs, certes, mais la situation sécuritaire et la mise en œuvre du consortium ont constitué un handicap pour le démarrage des activités dans certaines zones menacées. Prévu pour commencer en 2013, le programme n'a pu être effectif au Burkina Faso qu'à partir de 2015. Financé par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, le projet a concerné 48 villages du pays, issus de 5 provinces. Et pour terminer, ce geste social de la société minière Wagnon Gold Operation dans la commune de Niankoro-Dougou. L'entreprise vient de doter la localité d'une ambulance neuve dont le coût est estimé à plus de 36 millions de francs CFA. Sotuo Justin Dabiré. Du matériel médico-technique composé de 45 lits d'hôpitaux, de 11 tensiomètres, de 14 kits d'accouchement, de 5 pèse-bébés mécaniques et une ambulance médicalisée toute neuve, c'est en autres le don offert par la société minière Wagnon Gold Operation
à la commune de Niankorodougou. Cette ambulance et les matériels médico-techniques sont les bienvenus pour la commune de Niankorodougou qui fait face à des difficultés dans le secteur de la santé. Il y avait une urgence parce que ça fait plus d'une année que la commune n'avait pas d'ambulance. Et c'est seulement le 8 mars que la commune elle-même a acquis une ambulance. Nous avons des sentiments de joie parce qu'une ambulance, c'est quand même un outil très important pour l'évacuation des malades. Et nous, on pense qu'un malade évacué est à moitié sauvé. Ce sont les mêmes sentiments qui animent le personnel de santé du district sanitaire de Sendou et les femmes de la commune de Niankorodougou, pour qui ce don est le bienvenu. Nos matériels sont un peu vétus et avec le nombre de 5 formations sanitaires que compte la commune, cette dotation-là va vraiment nous permettre d'être plus performants dans les soins à offrir aux populations de cette commune de Niankorodougou. Nous sommes bons contents. Comme les femmes là, si tu es mal, si tu viens au dispensaire, tu ne trouves pas ambulance pour partir à Banfora ou bien à Sendou. Comme on a donné ça, nous sommes très contents de donner ça. Ça nous suffit pour nous les fatiguer, va finir tout. Pour le directeur général de Wayong Gold Operation, ce don répond à une démarche de responsabilité sociale des entreprises en vue de la création et de la redistribution des richesses locales dans les localités affectées par le projet de construction des mines. Nous sommes hôtes de la population donc, de la commune de Niankorodougou. Et dans ce cadre-là, nous avons essayé de développer un partenariat gagnant-gagnant. Vous n'êtes pas sans savoir que quand vous vivez en harmonie avec les populations, votre opération aussi peut se dérouler, en tout cas, dans de meilleures conditions. C'est pourquoi aujourd'hui, après avoir donc constaté qu'il y a un certain nombre de difficultés au niveau de la santé, nous avons donc décidé, en concertation donc avec les autorités de la commune, d'offrir donc une ambulance et du matériel médico-technique constitué de tensiomètres, de lits, de pèse-personnes, de potences, de kits d'accouchement et d'autres matériels donc pour une valeur d'environ 36 000. Cette cérémonie de don de matériel médico-technique et d'une ambulance à la commune de Niankorodougou vient magnifier la grande qualité des relations entre Wayong Gold Operation et les communautés de Niankorodougou. Ce don d'une valeur de plus de 36 millions de francs CFA va sans doute améliorer le plateau technique et les conditions de travail du personnel de la santé de Niankorodougou. Vous ne pouvez tout avoir dans la vie, vous devez renoncer à certains acquis pour en obtenir d'autres. Identifiez l'objet de vos désirs, décidez de la monnaie d'échange avec laquelle vous voulez traiter, établissez vos priorités, mettez-vous au travail. La vie est un choix, comme on dit. Un grand pas vers l'accomplissement consiste à savoir précisément ce que l'on veut faire de sa vie. Et quand on fait un choix, on l'assume. Bonne soirée sur BF1 et encore merci de votre fidélité. À bientôt.